Alors, le Pizzagate, bien évidemment, pour quelqu'un comme moi qui parle des réseaux, ce que j'appelle pédocriminels satanistes, c'est-à-dire la pédophilie de réseau, hein, qui n'a rien à voir avec la pédophilie familiale, individuelle, qu'on met toujours en avant quand il s'agit d'oser parler de la pédophilie. C'est le prédateur isolé, c'est l'oncle un peu alcoolique qui a violé sa nièce dans la France arriérée, profonde, paysanne, alcoolique, etc. Enfin voilà, c'est toujours nier qu'il y a des réseaux. Et que ces réseaux ont à voir avec les élites. Et que ces élites ont à voir avec le satanisme, c'est-à-dire avec une idéologie qui est une religion profondément antichrétienne et qui a beaucoup à voir avec la haute maçonnerie et avec l'idéologie luciférienne des Lumières, qui est que pour montrer ce qu'on est au-dessus de la morale, ça s'appelle Cremation of Care, hein. Begone, dull care. Fire shall have its will of thee. Begone, dull care. And all the winds make merry with thy doubts. Hail, fellowship's eternal flame. Once again, midsummer sets us free. Pour vous montrer qu'on n'a pas peur de son propre surmoi et de la propre morale, et donc on peut être dans une stratégie de domination, parce que rien ne nous fait peur dans cette marche en avant vers la domination. On fait des exercices, je dirais, pour se renforcer par rapport à la morale, dont l'exercice ultime est le sacrilège ultime, c'est-à-dire humilier, violer et détruire la chose la plus sacrée qui est l'enfance. Der sexuelle Missbrauch beginnt mit 5. Als Noemi 8 Jahre alt ist, wird sie entjungfert. Denn von all den Kindern, die zu diesem pädophilen Netz gehörten, den Männern dienen mussten und von ihnen vergewaltigt wurden, war ich die Einzige, die das sehen durfte. Also, anstatt nur benutzt zu werden, durfte ich selber aktiv werden. Sie sagten mir, ich solle Wasser kochen, um das Kind damit zu verbrühen. Währenddessen schlugen sie das Kind, erst mit einem Gürtel, dann mit einem Stock, haben es mit einer Zigarette verbrannt, ihr dann die Haare abgeschnitten. Mir sagten sie, ich solle die Klitoris des kleinen Mädchens abschneiden. Ich wusste nicht, was das ist. Sie haben mir nicht konkret gesagt, die Klitoris. Sie haben sie mir gezeigt und gesagt, du musst das abschneiden. Mein Vater hat mir gesagt, ich muss das jetzt machen. Hat mir gezeigt, wo und wie ich schneiden soll. Und das tat ich. C'est d'abord la chose la plus sacrée, c'est la mère, la femme, l'enfant. Voilà. Et donc ça explique que nos élites mondialistes qui règnent par un mensonge et une violence inouïe. Yes, we came, we saw, he died. Pour régénérer effectivement leur violence et leur immoralité, passent par des rituels en réalité satanistes et pratiques qui ont pour objet concret de sacrifier des bébés et des enfants en les violant et en les tuant. Voilà. Et pour ça, il faut qu'on leur fournisse de la matière première, d'où les réseaux, je dirais, de rapt d'enfants et de vente d'enfants, qui ont beaucoup à voir avec la mafia albanaise, d'où Marc Dutroux, qui, comme avant, il vendait des cartes grises volées et des bagnoles, vendait des gosses. Souvenez-vous, août 1996, 2 jeunes filles séquestrées, Sabine et Laetitia, sont libérées sur les indications de Marc Dutroux. Arrêté, ce criminel avoue le meurtre de 2 autres fillettes, Julie et Mélissa, kidnappées le 24 juin 1995. Leurs corps sont déterrés en septembre dans une propriété de Marc Dutroux. Des perquisitions s'ensuivent. 400 cassettes vidéo sont saisies. Elles ne seront pas exploitées au cours de l'enquête. Un certain Michel Nioul est associé aux agissements de Dutroux. Qui est Michel Nioul? Un personnage de la haute société qui n'a jamais caché qu'il organisait des parties fines réservées aux Gotha belges. Pourquoi Marc Dutroux, petit trafiquant, minable voleur de voitures, est-il en relation avec Nioul? Dutroux est-il un pervers qui chasse des fillettes pour lui-même, ou est-il le pourvoyeur de partous de la bonne société? L'hypothèse d'un réseau est au cœur de l'enquête. La pédophilie d'élite
a besoin de réseaux de haute délinquance internationale, il y a beaucoup d'argent en jeu, qui leur vend des enfants qui sont volés, et c'est pour ça que le chaos, comme le chaos des migrants, a un intérêt, parce que ça permet de faire disparaître des tas d'enfants qui n'ont pas d'identité. Donc ces gens-là ont besoin d'acheter des enfants pour les sacrifier. Et donc en fait, vos parents, comme tous les parents de ces enfants dont vous nous parlez, vendaient leurs enfants. Exactement, puisque ça rapporte un certain pourcentage d'argent, puisqu'un enfant qui a moins de 8 ans vaut 22 000 francs. D'où viennent-ils ces enfants? Les enfants qui sont sacrifiés ne sont pas déclarés, ou sont des enfants étrangers. Notamment quand j'étais sur Agen, c'était des enfants, c'était des petits Africains, ils étaient noirs. Sur Jalais, j'en ai vu aussi, sur Nanterre aussi, mais c'était des petits blancs, des Français, mais c'est des enfants nés de viol. Des enfants nés de viol? Oui, qui n'avaient pas été déclarés, comme des accouchements qui ont été faits chez les parents, dans des conditions abominables. Et donc, dans la mesure où ils n'étaient pas déclarés, ils étaient sacrifiés. Voilà. C'est là, à un moment donné, qu'on arrive au sujet de Pizzagate. Effectivement, nous avons ces élites oligarchiques profondément satanistes dans leur vision du monde. Et là, d'un seul coup, on touche à l'entourage d'Hillary Clinton et aux frères Podesta. Hein, on voit qu'ils sont et à l'espèce d'artiste d'art contemporain d'ailleurs qui s'appelle Abramovic. Hillary Clinton's campaign manager John Podesta attends weird occult dinner parties where blood, semen and breast milk are used in ritualistic ceremonies. In an email dated June 28, 2015, performance artist Maria Abramovich wrote to Podesta's brother Tony and said, "I'm so looking forward to the spirit cooking dinner at my place. Do you think you will be able to let me know if your brother is joining?" So what is spirit cooking? It's basically a Wiccan ceremony where blood is used to create some form of art as a sacrament to occult beliefs. According to Maria Abramovich, if the ritual is performed in an art gallery, it's merely art. But if the ritual is performed privately, as it was with the Podestas, then it represents an intimate spiritual ceremony. Here's Abramovich posing with a goat's head dripping in blood, a representation of the occult symbol Baphomet, which is used by numerous secret societies like Freemasonry and the Knights Templar. Here she is at a spirit cooking event with Lady Gaga, eating something with a spoon that's smeared all over the body of a mock corpse. Des gens qui jouent au moins au niveau symbolique sur la pédophilie. Alors pour l'instant, on voit que ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont des goûts artistiques pédophiles. So back to Comet Ping Pong specifically and the art exhibitions they hold. So this is some of the art from an artist that has done an exhibition at Comet Ping Pong. And this is very sick stuff, obviously. I don't really want to describe this to you in detail. I think you can see what is going on and what's being depicted. It's very concerning to just about any sane person to see something like this. Moving on to Tony Podesta's personal art collection. This magazine, Washington Life, did a feature on him, and we can see various pieces of art in his house. We can also see that he actually keeps teddy bears and toys in his bedroom, despite the fact that he doesn't have any children. This is one of the pieces of art that he owns that's in his living room, which to me appears to be 2 dead bodies of young girls in a pond. They don't appear to be alive to me. Again, by the same artist as the pictures that Tony Podesta owns, just some very disturbing images. Et puis quand on creuse un peu plus loin, on découvre effectivement ce dont je parle depuis des années, et qui a à voir avec les procès d'Outreau, dont on a publié le livre, qui a à voir avec ces bruits récurrents qui ressortent sur le scandale de ce lieu de vie qui s'appelait le Corral. Tout commence ici, au lieu de vie le Corral, à Émargues. On apprend qu'une affaire de balai bleu avec des mineurs handicapés met en cause de nombreuses personnalités. C'est Jean-Claude Krief, un ancien éducateur stagiaire du Corral, qui fait ces révélations. Il affirme détenir plusieurs témoignages et confie à la justice des photos pornographiques prises soi-disant au Corral. Actuellement, un proche de Jean-Claude Krief se promène dans les rédactions des journaux parisiens en proposant de vendre des informations sur l'affaire. Selon ces informations, que bien entendu nous avons refusé d'acheter, un haut fonctionnaire et même un ministre
serait impliqué dans ce scandale des balais bleus. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. On apprend que déjà en 77, un enfant de 11 ans a été trouvé mort, sodomisé et noyé au Choral. Son prétendu meurtrier est considéré comme dément. Un non-lieu est prononcé. Sorti depuis peu de l'hôpital psychiatrique, il a reparu au Choral. Le lendemain, 3 autres personnes sont inculpées. Gérard Durand, professeur de musique, Willy Marceau et René Scherer, universitaire et philosophe. On voit aussi qu'à un moment donné, un livre où je parle de ça incidemment est interdit à la demande de Pierre Berger, le livre que j'avais sorti avec Nolo, Dialogue désaccordé, où là on parle à un moment donné de la vilaine Lulu, on parle de ce qui se passerait depuis toujours d'ailleurs, depuis très longtemps au Maroc. Un certain choc pour les invités avant-hier soir sur le plateau. Un propos stupéfiant, comme on dit en pareil cas, est balancé en direct à l'antenne. Vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement pas. Moi je le sais, et je pense que je suis pas le seul. On parle du problème qui s'était passé dans la région de Soissons, avec notamment Émile Louis, les disparus de Lyon, etc., etc., le monstre d'Apoigny. Depuis l'arrestation d'Émile Louis en décembre 2000, l'enquête n'a pas progressé. Pourtant, au cours des auditions, l'ex-chauffeur de car d'Auxerre a fait allusion à d'autres affaires qui se sont déroulées dans la région au même moment. À Apoigny, petite ville proche d'Auxerre, un couple, Claude et Monique Dunant, organise des séances de torture dans le sous-sol de leur pavillon. Des jeunes femmes souvent seules ou handicapées sont la proie des clients des Dunant qui payent très cher pour pratiquer des sévices horribles sur ces jeunes victimes. Il faut avoir des contacts, savoir qui a de l'argent pour payer pour faire toutes ces tortures. Et les photos que j'ai retrouvées dans la maison, qui ont été en possession de la police, qui ont été en possession du tribunal, pourquoi ils n'ont pas fait des recherches sur ces filles? Et les carnets d'adresse, le fameux carnet noir justement, pourquoi personne n'a fait des recherches? Émile Louis et Claude Dunant travaillaient pour la même société de car et fréquentaient les mêmes brasseries. Claude Dunant aurait-il compris à cette époque qu'Émile Louis pouvait lui servir de rabatteur et le débarrasser des corps des jeunes femmes torturées? Claude Dunant, condamné à perpétuité, ressortira au bout de 15 ans. Il y a des élites au-dessus de tout soupçon et au-dessus des lois, de la police, de la justice, qui pratiquent de la pédophilie organisée, c'est-à-dire de la violence, du viol et de la violence et même de l'assassinat sur enfants, et que cette pratique a à voir avec une religion qui est une religion inversée, c'est-à-dire une religion de Satan, qui est de montrer qu'on est au-dessus des lois, que ce soit les lois des hommes ou même les lois religieuses, c'est-à-dire la loi naturelle, en violant, martyrisant et tuant des enfants. Pendant toutes ces années, j'ai été abusée par les mêmes hommes. Et j'ai pu voir comment petit à petit, ils repoussaient les limites. Au début, ce sont des rapports sexuels classiques. Ensuite, ils veulent plus. Et quelques mois plus tard, ils demandent de véritables tortures. Ces hommes s'excitent mutuellement à aller de plus en plus loin. L'abus d'enfants permet à ces hommes de se décharger de toutes leurs frustrations. C'est aussi une forme de pouvoir absolu qui s'exerce sur des enfants qui ne peuvent pas s'enfuir ni arrêter cette violence. Voilà. Et le Pizzagate, c'est par l'Internet des gens de la société civile qui, malgré la chape de plomb qui est sur ce pouvoir, qui est couvert aussi par les médias, qui, au lieu d'en parler, disent que ce sont des rumeurs et des délires, bien qu'un jour, par exemple, Élise Lucet, qui est la présentatrice du journal de la 2, ait tenté une fois dans sa vie de faire un documentaire très respectable qui montrait du doigt que la pédophilie de réseau existait, et d'ailleurs, on voyait montrer des symboles qui sont exactement les mêmes symboles que Pizzagate. Il y avait un endroit à Paris, dont lui, c'était les chefs. Donc, il disait qu'il était un grand mage et qu'il s'appelait Bouknobourg. Et dans cet endroit, ils avaient des grandes robes blanches.
avec des bords dorés. Puis il faisait des prières, il violait les enfants, il leur faisait peur et puis il y avait plusieurs autres gens aussi qui nous violaient, puis il nous attachait aussi sur des tables et puis il nous frappait ou il nous mettait des aiguilles auprès des yeux pour nous faire croire qu'il voulait nous crever les yeux. I want you to see these images here. These are the images. Notice this one on the end, the triangle. That image signifies something called boy love. The pizza place next door to Comet Ping Pong Pizza, Besta Pizza, well, this was their logo until only a few weeks ago. Clearly, you can see that the Besta logo actually contains the same image, I'm going to show you again, as that boy lover image. Ce triangle avec une spirale à l'intérieur, hein, qui est le symbole qui systématiquement revient dans les cérémonies pédocriminelles satanistes. Ce qui m'a sauté le plus aux yeux, je ne m'attendais absolument pas à voir cela, ce qui m'a sauté le plus aux yeux, c'est que j'ai connaissance d'un gamin qui m'a fait un dessin exactement le même que le dessin de la gamine. On pourrait peut-être se poser des questions. Qui renvoie aussi peut-être au film de Eyes Wide Shut, qui est le dernier film de Stanley Kubrick, hein, qui parle en réalité profondément de ça, même si d'ailleurs il est mort avant la fin du montage et qu'il n'a pas pu montrer toute la dimension, notamment qui était dans le film d'après les Rush, avec la dimension MK Ultra, qui est non pas la partie de Tom Cruise, mais la partie jouée par sa femme. Ça a été amputé au montage, où en fait on comprend qu'elle avait été une vestale conditionnée des réseaux MK Ultra, qui sont effectivement le rôle que jouent ces femmes dans la cérémonie qui est montrée à un moment donné, et la femme d'ailleurs sacrifiée qui se sacrifie pour lui. Remove your clothes, or would you like us to do it for you? Stop! Let him go. Take me. I am ready to redeem him. Dans le vrai film tel qu'il était écrit, il y avait effectivement la dimension que sa femme avait appartenu à ces réseaux. Et ça, c'est le travail que j'ai fait moi sur un moment donné, Karen Mulder, dans les années 90, qui dit qu'elle a été droguée et utilisée dans des partouzes avec des élites, où on voyait apparaître le nom à un moment donné du prince là, de Monaco, je crois. Voilà, alors l'histoire, on la connaît évidemment. Fin octobre 2001, Karen Mulder, que je ne connaissais pas du tout, me contacte. Et elle me dit qu'elle a des révélations à faire au sujet de l'agence Elite. Le 31 octobre 2001, elle est ici, sur ce plateau, et rapidement je découvre qu'elle n'est pas dans son état normal, qu'elle est dans une espèce de délire paranoïaque, où elle affirme avoir été plusieurs fois violée sous hypnose, d'abord par son père à l'âge de 2 ans, et ensuite par des stars du show business, très récemment. Le monde des mannequins en ébullition. Les top modèles ne font plus rêver comme avant, bien au contraire, avec une première apparition dans la rubrique Faits divers. Celle de Karen Mulder, récemment admise dans un hôpital psychiatrique après avoir évoqué les multiples viols dont elle aurait été victime. Alors elle avait été internée psychiatrique, mais moi ce que j'ai compris en réfléchissant et en analysant et en creusant, c'est qu'effectivement il y avait des liens entre la haute couture, les agences de mannequins et ces cérémonies, puisque dans des cérémonies comme le montre bien Eyes Wide Shut, il y a des magnifiques vestales de 20 ans. Or, les jeunes filles des agences de mannequins sont des jeunes filles très belles, mais très jeunes et très isolées. Say hello, Nadia. Hello, my name is Nadia. I'm 13. From Novosibirsk. From Novosibirsk. Okay. Pour moi, le plus gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes filles âgées de 13, 14 ou 15 ans. C'est aussi le cas chez nous, même si tout le monde affirme qu'en Europe et aux États-Unis, on n'engage plus de filles de moins de 16 ans. Ces filles, je discute avec elles pendant les castings. On ne peut pas les blâmer, elles ont juste été envoyées là. Leurs familles non plus, elles sont sans doute dans le besoin. Peut-on incriminer l'agence parce qu'il existe une demande? Ou bien les clients qui prétendent ne pas connaître leur âge ou qui ne le connaissent peut-être réellement pas? En fait, ce n'est la faute de personne. Mais ça continue et tout le monde ferme les yeux.
Si les clients veulent des ados de 13 ou 14 ans, c'est peut-être parce que ils ne veulent pas de vraies femmes. Je ne sais pas pourquoi d'un seul coup, je vois les liens avec la haute couture et certaines personnes qui m'ont persécuté et qui m'ont empêché de m'intéresser et de parler de ces sujets. Hein. C'est effectivement, il y a un lien entre les réseaux satanistes, les cérémonies à Vestal, à jeunes filles, les systèmes de conditionnement, les agences de mannequins et la haute couture, vous voyez ? Le cauchemar de l'agence élite, c'est lui. Donald McIntyre est journaliste indépendant. Ses armes, des micros et des caméras cachées. Pendant plus d'1 an, il a infiltré pour la BBC les coulisses de la mode. Paris, Londres, Milan, terrible constat. Derrière les paillettes, le sexe, la drogue et d'après la BBC, parfois, la prostitution. 2 directeurs d'élite couchent avec des mannequins de 16 ans. Le patron de l'agence lui-même a dit qu'un mannequin placé sous sa responsabilité dans sa propre entreprise était devenu sa maîtresse. Elle a 15 ans. Et ce ne sont pas les Lolitas qui manquent. Belles, des rêves plein les yeux, souvent naïves, elles viennent de partout, comme ces jeunes filles recrutées à Moscou. Des agents peu scrupuleux les tiennent par des contrats et des visas. Ce sont des proies faciles. C'est la porte ouverte à tous les abus, comme en témoigne ce photographe de mode. Je les vois, les vieux qui sont là avec les petits gonzesses de 17 ans, et c'est vraiment le schéma classique. Le champ sur la table, l'assez sous la table, et puis la jeunesse. Et avec toutes les histoires aussi, des week-ends, des faux shootings organisés dans la maison d'un tel à Ibiza, et tout d'un coup, on part à 15 filles, et il y a tel patron d'agence qui va inviter ses copains, alors l'autre il est armateur, machin truc, l'autre il est ceci, cela. Dans ce que vous disiez à l'époque, il y avait finalement des choses qui étaient un peu délirantes et des choses vraies également. Oui, la plupart des choses étaient vraies, et puis il y avait des choses où à un moment donné, la vérité est tellement grande qu'on dit des conneries aussi. Ouais. Mais ça n'empêche pas que la vérité est là. Ça explose un peu dans la tête quand tout d'un coup tout vous tombe dessus, mais voilà. C'est tout quoi. Hein, alors peut-être que la vilaine Lulu, effectivement, parce que là je peux pas parler de Pierre Berger, mais je peux parler de pourquoi à un moment donné Yves Saint-Laurent, peut-être pour se laver ou dans un sursaut moral, a écrit cette bande dessinée étrange qui s'appelle La vilaine Lulu, où il dit bien en préambule que tout est vrai dedans. Et je rappelle que La vilaine Lulu est aujourd'hui rééditée par la Fondation Pierre Berger. Hein, voilà. Je n'en dis pas plus, mais voilà, il y a une réalité. Donc Pizzagate, c'est vrai, bien évidemment, c'est vrai. Et tout ce que les jeunes, là, tout ce travail que font les jeunes pour montrer tous ces réseaux, tout est vrai, bien évidemment. Let's take a look at the code in the emails. The code appears to be hot dog equals boy, pizza equals girl, cheese equals little girl, pasta equals little boy, ice cream equals male prostitute, walnuts or nuts equals person of colour, map equals semen, and source equals orgy. Here's a quote from one of the emails. The realtor found a handkerchief. I think it has a map that seems pizza related. So this is one of the very strange emails that appears to be coded and which first got us curious about what on earth they were talking about. And it's from Susan Sandler to John Podesta. Do you think I'll do better playing dominoes on cheese than on pasta? This appears to be some kind of code. I mean, would you ever say anything like this to anyone you know? And it appears that the word dominoes means BDSM that involves domination. That's what we're speculating. Another email. Obama spent about $65,000 flying in pizza/dogs from Chicago for a private party at the White House. I will be sacrificing a chicken in the backyard to Moloch. Cheryl Mills emailed this to Hillary Clinton. So what's a chicken code word for? Well, in gay slang, chicken is code word for an underage boy, and Moloch is the god associated with child sacrifice. So go figure. I will be sacrificing a chicken in the backyard to Moloch. Et comme par hasard, les médias mainstream, au lieu de faire leur travail d'enquête, couvrent en fait de manière à ce que ça n'explose pas au-delà d'Internet. Donc là, on voit bien la collision de ce que j'appelle la démocratie de marché et d'opinion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un journaliste est bien
une pute ou un chômeur, et que comme sur l'affaire Baudis à l'époque, rappelons-nous comment Karl Zero a été sacrifié parce qu'il a voulu travailler réellement sur ce qu'il y avait derrière l'affaire Baudis. Hein. Aujourd'hui, les journalistes mainstream, au lieu de faire leur travail, c'est-à-dire d'essayer de sauver des enfants et de protéger l'enfance, se font effectivement les protecteurs et les agents de l'oligarchie d'argent. Donc il y a bien cette articulation, pouvoir d'argent, pouvoir politique, pouvoir médiatique. Et ça s'appelle l'oligarchie complice. Et effectivement, il n'y a là-dedans que des putes. Hein, et des macros. Alors c'est très intéressant justement parce que les pédophiles de réseau ont un gros problème, c'est que la pédophilie est officiellement punie très gravement par la loi. Donc ça les oblige à une clandestinité et à une prise de risque. On voit d'ailleurs chez les petits pédophiles qui se font choper en Thaïlande, effectivement, qui peuvent régulièrement quand même partir en prison. Le bas de la pédophilie est en danger, le haut, effectivement, est au-dessus des lois. Donc pour ça, il y a deux travails. Ces réseaux pédophiles satanistes qui sont finalement l'oligarchie dans sa vision extrême et dans son engagement extrême, ils ont deux problèmes. Ils ont de démoraliser la population pour qu'elle admette que la pédophilie c'est pas si grave, et là on voit les phrases de Cohn-Bendit. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. On voit les phrases de maître Thierry Lévy. Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucles blondes, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société, qui vient interdire tous les comportements un peu différents, un peu anormaux, mais bien sûr. Et alors là, chaque fois, on revient à la pédophilie. La pédophilie est un sujet qui est maintenant totalement interdit. On voit les phrases de Jacques Lang qu'on sortira à l'époque, effectivement. Donc on voit le travail pour essayer de banaliser la pédophilie afin qu'elle soit décriminalisée. Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. Parce que effectivement, ça sera plus simple pour ces gens-là le jour où on pourra, comme d'ailleurs le dit Pierre Berger très bien, acheter des enfants au tiers-monde pour en faire ce qu'on veut. Je vais juste la rappeler, louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence. Alors, même les féministes ont été très choqués, même les pro-mariage gay ont été très choqués. Mais ils ne m'ont pas compris. De toute façon, on porte toujours quelque chose pour quelqu'un d'autre, on est payé pour ça. Ça sera moins dangereux que d'être obligé de passer par des Dutroux avec le risque effectivement de la marche blanche et de colère populaire. Donc c'est démoraliser le peuple et donc banaliser les pratiques déviantes. Et pour ça, il faut faire un travail pour dire que la sexualité est intrinsèquement multiple et infantile. Et là, on voit le rôle du rapport Kinsey. But the most disturbing evidence comes from Kinsey's so-called scientific tables, wherein he describes the sexual responses of young children. In Kinsey's tables 31 through 34, he documented the timed orgasms of children as young as 2 months old, recording their responses down to the 10th of a second. The findings are so extreme that one child, a 4-year-old, is said to have had 26 orgasms within a 24-hour period. Then on page 177 of the male volume, Kinsey writes, "Orgasm is in our records for a female babe of 4 months." Kinsey defined orgasm for pre-adolescent children with the following description: a gradual and sometimes prolonged build-up to orgasm, which involves still more violent convulsions of the whole body, heavy breathing, groaning, sobbing, or more violent cries, sometimes with an abundance of tears, especially among younger children. Le rapport Kinsey vous dit qu'un enfant a une sexualité dès la naissance, qu'il aime jouir, et que donc s'il aime jouir, si un vieux, lui, a envie de l'enculer, effectivement, il y a complémentarité, et c'est le bonheur dans le plaisir partagé, vous voyez. In a section dealing with sex between adults and children, Kinsey claimed to have evidence that children can enjoy abuse. The adult contacts are a source of pleasure to some children, and sometimes may arouse the child erotically and bring it to orgasm. It is difficult to understand why a child, except for its cultural conditioning, should be disturbed at having its genitalia touched. Not only that, he recommended that adults could effectively aid children in better sexual lives by giving them quote-unquote orgasms at a very early age.
In his final years, Kinsey would testify before legislatures and courts that paedophilia was a less dangerous problem than public intolerance of it. On retrouve des choses, on trouve des sentiments, et on comprend que tout ce monde de l'enfance, tel que le décrivent surtout les religieux, les catholiques, hein, parce qu'on en a parlé, ça, c'est vraiment la répression. Que faites-vous? Que faites-vous sinon brandir sans cesse le bâton de la morale? Mais oui, que faites-vous? Sur les enfants, la beauté du sexe sur les enfants. Donc le rapport Kinsey est une des pierres à l'édifice de cette démoralisation globale dans le but de banaliser la pédophilie d'élite, parce qu'elle est surtout d'élite, hein, le travailleur de base est pas très motivé de sodomiser des enfants. Il est dans la, on va dire, au mieux dans la pornographie traditionnelle du calendrier de routier et du poster central de Louis ou de Playboy. Hein, voilà. Il est dans du, à la limite, si je veux être sympa, dans du DSK ou dans du Trump. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. You can do anything. Je préfère Trump à DSK, mais je veux dire, on a dans de la sexualité, hein, voilà. Mais donc, une des chevilles ouvrières de la démoralisation pour banaliser la pédophilie, c'est le rapport Kinsey, hein, qui nous dit bien que toutes les sexualités sont respectables, que le reste c'est des interdits moraux, historiques, dans le but d'empêcher l'enfant de jouir, le nourrissant de jouir et le pédophile de jouir. Kinsey made it clear that this data was supplied by adult observers, who were defined as pedophiles by Kinsey's own team members. Les religieux, les catholiques. As you will hear later on. Kinsey wrote, "Some males suffer excruciating pain and may scream. The males in the present group, by which he meant pre-adolescent boys, become similarly hypersensitive before the arrival of actual orgasm, will fight away from the partner, and may make violent attempts to avoid climax, although, he said, they derive definite pleasure from the situation." Puisque Kinsey était un pédophile, il faut bien le dire, qui est mort en fait par un arrachement des conséquences infectieuses d'un arrachement des testicules, parce que ce grand savant très respectable, pour jouir, se pendait par les couilles, vous voyez. Kinsey's own sadomasochistic tendencies have been documented by a number of biographers. James Jones revealed that Kinsey once climbed into a bathtub and circumcised himself with a pocket knife, without the benefit of anesthesia. Another account of Kinsey's extreme self-abuse came about when his research was under investigation. Jones reports that after the Rockefeller Foundation withdrew his funding, Kinsey went to a basement, tied one end of a rope to an exposed ceiling pipe and the other end around his scrotum, then stood on a chair and jumped off. Pour vous dire quand même... on est très 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 loin de l'affaire Binti là, hein, vous voyez, voilà. Et n'oubliez pas aussi que cette démoralisation générale est un marché, parce qu'effectivement, par rapport à la moralité moyenne de l'Américain moyen, qui est la Bible, mais la Bible de John Ford, hein, la Bible, on va dire luthérienne, la morale classique empêche aussi la pédophilie, mais aussi le capitalisme de devenir financier et purement parasitaire et destructeur. La morale bourgeoise américaine traditionnelle amène effectivement à un capitalisme entrepreneurial et aussi à la réussite par le travail, c'est-à-dire l'American way of life respectable. Been ranching since I was a kid, started when I was in FFA and in high school, so probably when I was 16 years old I owned my own cattle. It seems like the modern world is all plastic and made up and smoke and mirrors, and this old ranching heritage and the custom and culture that goes along with it is real, and it's down to the basics of life, of animals and plants and the environment, rain and those kind of things. That's all reality, God's creation. Le film de cow-boy, hein, avec le gars qui bosse, hein, ça c'est voilà le luthérianisme respectable, voilà. Donc il faut démoraliser par le rapport Kinsey et faire exploser la sexualité déviante et généralisée. C'est l'intérêt à la fois des élites prédatrices, oligarchiques, pédophiles, et en même temps l'intérêt du capitalisme dans sa version financière, prédatrice et destructrice. C'est-à-dire c'est une entreprise générale de démoralisation. Parce que pour qu'on arrive au stade ultime de la domination parasitaire impériale, il faut démoraliser entièrement tout. Мы видим, как многие
евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность, национальная, культурная, религиозная или даже половая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в Бога или веру в сатану. Эксцессы политкорректности доходят до того, что всерьез говорится о регистрации партий, ставящих своей целью пропаганду педофилии. Люди во многих европейских странах стыдятся и боятся говорить о своей религиозной принадлежности. Праздники отменяют уже. Или называют их как-то по-другому, стыдливо прячут саму суть этого праздника, нравственную основу этих праздников. И эту модель пытаются агрессивно навязывать всему миру. Убежден, это прямой путь к деградации и примитивизации, глубокому демографическому и нравственному кризису. Oui, bien sûr, ça sort de... Et aujourd'hui, on voit que l'oligarchie mondiale est dans une phase où elle, à la fois, elle est sur le point de prendre le pouvoir, mais sur le point d'être démasquée et sur le point d'être, comment dirais-je, massacrée par le peuple. Donc, elle est à la fois très près de l'objectif final, très violente, très illégitime et très inquiète. Donc, c'est pour ça que là, on est, je veux dire, à la veille de Satan démasqué et de Satan triomphant ou vaincu. C'est qu'on voit qu'on est dans l'apologie de la sexualité délirante généralisée. J'arrive plus à respirer. C'est quoi le mot de sécurité? Oh ouais, fuck you. Dans la propagande LGBT délirante, avec un barbu travelot, avec des images où on voit ça s'encule entre noir et blanc en tout va, et dans une colère de plus en plus puissante du peuple. Hein, 30 mètres plus loin, derrière un camion, un mec en train de sucer un autre mec. Comme toi. C'était le cirque Pinder. Il y avait des ateliers dans tous les coins. En bas du toboggan, il y a un mec qui chiait dans un bocal. Et autour de lui, 5 ou 6 travelots, tu sais, en talons aiguilles. Alors mon fils, évidemment, pourquoi il fait caca? Non, c'est de la mousse au chocolat, tire-toi. Dans une disjonction de plus en plus grande entre le peuple, qu'il soit de gauche ou de droite d'ailleurs, et les élites. Ah, la France profonde qui se réveille. Allez, vas-y. Ça vient du bas, là. Ça vient du terroir. Et dans une stratégie délirante des élites pour leur faire accepter une immoralité totale dont au premier niveau, on ne comprend pas très bien l'objet. On comprend très bien pourquoi le pouvoir socialiste se bat autant pour l'enculade généralisée métisseuse, parce qu'en plus, on est dans le métissage homosexuel, c'est presque délirant, parce qu'il n'est même pas reproductif. Mais on est dans un délire, on va dire, néronien, je veux dire, ou même pire, hélio-gabalien. Il faudrait relire Antonin Artaud sur la décadence des derniers empereurs romains. Hein, on est dans la partouze, l'apologie de la partouze généralisée. Et alors qu'en réalité, on est dans une période de chômage de masse et comment dirais-je, de censure totale sur des questions fondamentales, notamment comme la Shoah, vous voyez, hein, on a le révisionnisme, on a, comment dirais-je, la chape de plomb idéologique intégrale sur les questions morales et les questions historiques sérieuses, et la morale débridée imposée de force, avec notamment une loi pour interdire les gens d'avoir le droit que les femmes se posent des questions sur l'avortement, vous voyez. Dans le viseur du gouvernement, des sites comme celui-là, d'apparence banale. Certains proposent même un numéro vert avec un seul but, dissuader les femmes d'avorter. Au téléphone, voilà ce qu'elles peuvent entendre. On a quand même beaucoup de femmes qui regrettent, quoi. Elles pleurent leur bébé, elles n'arrivent pas à s'en remettre. Désinformation, intox, au planning familial, on dénonce depuis longtemps ces méthodes. Ces sites pratiquent un délit d'entrave à l'IVG. La proposition de loi vise à les pénaliser, voire à les fermer, pour garantir que les femmes choisissent d'avorter en toute liberté. On va prendre les mesures nécessaires. Il y aura, avant la fin de la législature, des mesures qui seront prises pour justement faire cesser ces sites qui trompent les femmes. 2 ans de prison, 30 000 € d'amende. On est vraiment là à la période charnière
de la gouvernance globale ou de la révolte des nations, qui est aussi une révolte des peuples et de la morale populaire. Ça renvoie aussi à la common decency, c'est-à-dire au bon sens populaire, qui est, d'après Orwell, l'arme de résistance absolue face au fascisme authentique. C'est pas que l'homme des quartiers populaires serait par nature, au sens rousseauiste du terme, un être idéal. C'est un être complexe, capable du meilleur comme du pire, mais il reste dans les quartiers populaires des structures de vie commune, fondées sur l'anthropologie du don, qui, même s'ils sont sérieusement attaqués par la société moderne, rendent encore possible, entre voisins, des rapports d'échange symboliques. En général, quand quelqu'un vient vous demander de lui prêter son échelle, votre premier réflexe n'est pas lui dire « pour 2 heures, ça fera 20 €. Il y a encore cette structure. Tandis que quand vous devenez riche et puissant, ma grande théorie, qui est celle de tout l'anarchisme, c'est que la richesse et le pouvoir nous coupent de nos semblables. Dès qu'on monte dans la société, l'oxygène moral se raréfie, et il est beaucoup plus difficile à un homme riche et à un homme puissant de conserver ce bon sens et cette common decency qui sont encouragés non pas par la nature des simples travailleurs, mais par leurs conditions d'existence. Quand vous vivez avec 1 200 € par mois, la réalité est là pour vous mettre du plomb dans la tête. C'est ce que les catholiques appellent la loi naturelle. C'est vraiment aujourd'hui le combat profond et final du peuple et de la loi naturelle contre les élites et, comment dirais-je, Lucifer. Et l'émancipation luciférienne dont il se réclame. C'est-à-dire l'homme mesure de lui-même, l'homme sans Dieu, et aussi le nietzschéisme de gauche qui fait qu'un mec comme Onfray se prend les pieds dans le tapis, parce qu'à la fois il veut être populiste et en même temps il est sur la jouissance du nietzschéisme de gauche. Je dis simplement que le peuple, c'est ceux CUX sur lesquels s'exerce le pouvoir et qui n'ont jamais la possibilité d'exercer du pouvoir. Et tout ce petit prolétariat, tout ce petit peuple, tous ces paysans qui se pendent, savez-vous ce qu'est un paysan? Tous ces gens qui se pendent, les agriculteurs parce qu'ils sont en faillite, tous les artisans qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ne prennent jamais de vacances, tous les commerçants qui bossent 12 heures par jour. C'est ça le prolétariat aujourd'hui. C'est ça, Yann, le peuple. Nous sommes des êtres de désir, avec des envies, des pulsions, et soit on s'interdit de vivre ces désirs-là, soit on les vit, mais en cachette, en se dissimulant toutes ces choses-là. Donc je dis, la famille, redéfinissons-la autrement. Moi, je suis hétérosexuel, je ne suis pas homosexuel du tout, simplement je pense que les homosexuels montrent comment on peut refaire une famille. Comment un couple d'homosexuels peut repenser différemment la famille. Pas besoin d'un homme et d'une femme. Ça peut être 2 hommes, ça peut être 2 femmes. C'est totalement inconciliable. Mais comme en fait, il est beaucoup moins philosophe que ce qu'il croit, il n'a pas compris qu'il y avait comment dirais-je, un clash conceptuel dans sa petite tête. Il va falloir qu'il choisisse entre l'hédonisme de nietzschéisme de gauche et sa solidarité avec le peuple. Parce que le peuple, il est effectivement anti-luciférien profondément. Ça a beaucoup à voir aussi avec la morale de la production, tout ça. Dès lors qu'on sort de la production et qu'on est dans le parasitisme, on est dans une immoralité pratique. Jean-Jacques Rousseau était le premier à faire cette remarque-là. Et on arrive effectivement à la décadence et à la délinquance totale. Et c'est pour ça que les délinquants du haut, les racailles du haut, tendent la main aux racailles du bas. Cette jonction se fait toujours contre le peuple, qui peut être d'ailleurs, qui est producteur, mais qui peut être par ailleurs aussi noir, blanc, musulman ou catholique. Voilà. Donc c'est complexe, toutes ces articulations. Il faut arriver à faire des schémas, etc. Et il faudrait presque que je passe du temps à produire, comment dirais-je, une espèce de tableau. Voilà, c'est un livre de philosophie réelle et profonde et de sociologie réelle et profonde et de politique réelle et profonde à écrire. Et c'est le livre, je le fais par vidéo en instantané parce qu'on n'a pas le temps quelque part. Mais c'est sans doute aussi pour ça que quand on lit à la fois Kluskar, Michéa, Soral, Marion Sigaud, etc., en fait, on fait ce travail. En fait, on fait ce travail en faisant cette union sacrée, effectivement, de résistance à. Mais là, j'ai pas le temps de me retirer pour faire bagatelle pour un massacre 2, parce qu'on y est là, c'est le titre du prochain bouquin. C'est Bagatelle pour un massacre, le retour. C'est ça le livre à écrire aujourd'hui, sous pratiquement la même forme d'ailleurs et avec le même fond. Mais j'ai pas le temps, et donc je le fais de façon un peu, de façon socratique. N'oubliez pas que Socrate n'a jamais rien écrit, ni Jésus. Il y a d'autres qui ont écrit derrière eux, parce qu'ils étaient effectivement dans un combat immédiat et dans une urgence, faut pas oublier.